coup de pourquoi. Écoutez bien, ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous raconter leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais. Igor, j'ai 56 ans et je suis pharmacien d'officine en ville. Je suis marié et mon mari a 2 enfants que nous avons souvent. Nous habitons Paris 10e. Mon diagnostic du cancer a été fait le 15 avril. C'est un cancer du cerveau qui s'appelle un glioblastome. Bonjour Igor. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi. Mais avec plaisir. On se connaît parce qu'on a des amis en commun. Exactement. Mais c'est la première fois qu'on se rencontre et je suis vraiment très touchée que tu aies accepté de témoigner à mon micro. Merci beaucoup. C'est normal. Première question, Igor, comment ça va aujourd'hui ? Comment ça va ? Alors, je suis en fin de traitement de mon cancer, aussi bien par les rayons que par les molécules. Ça va plutôt pas mal. Sauf que j'ai demandé des prévisions de la fin de mon cancer et là, ça va plutôt moins bien. Voilà. Si je suis très objectif, je suis plutôt en forme, je réfléchis normalement, je vis normalement. Après, d'un point de vue intellectuel, d'accepter la fin de vie est un peu compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette histoire a commencé ? Est-ce que tu peux nous raconter l'annonce ? L'annonce du cancer ? Alors, j'ai déjà eu un AVC dans le cerveau, il y a 8 ans à peu près, où j'avais eu tous les symptômes, où j'étais paralysé, et je suis allé à l'hôpital, et ça s'est plutôt bien fini. J'ai pas eu de problème particulier, et j'ai commencé à avoir des problèmes de pensée qui m'ont fait penser à un deuxième AVC. Et en mars de cette année, c'est ça ? En mars, ouais, c'était ça. Donc, je suis allé dans le service où j'étais suivi, où ils m'ont pas bien reçu, mais ils m'ont suivi. Ça a duré toute une après-midi pour me dire à la fin de l'après-midi, c'est pas ça, c'est pas un autre AVC, c'est autre chose. On voit bien que vous avez des problèmes de mémoire, mais voilà, on vous a mis juste un scanner à faire si vous voulez pour plus tard. Et t'es sorti de là, de cette consultation déjà, comment ? Un peu déçu par les gens qui m'avaient soigné, dont j'avais été content la première fois, mais pas la deuxième. J'avais pas des symptômes permanents, c'était de temps en temps des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration. C'était surtout sur les dates où c'était très très compliqué. Et puis c'était pendant les vacances scolaires des enfants, donc je suis parti avec les enfants. Et les vacances avec les enfants, ça s'est vraiment pas bien passé. Où là, il y a eu tout un moment où j'ai pas su utiliser ma carte bleue, où je comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse. Et donc là, je me suis dit bon, il y a autre chose de plus important dans le cerveau qui fonctionne pas. Et donc je suis allé faire le scanner que l'hôpital m'avait donné. Je suis allé dans un. Tu étais inquiet ? Non, pas tellement. Je dis on va bien voir ce qui se passe, quoi. Et au scanner, là, la radiologue m'a dit tout de suite, voilà, c'est un cancer. Vous rentrez chez vous, vous bougez pas. D'ici quelques heures, tous les services vont vous appeler. C'est tombé direct derrière le scanner, t'as même pas été rappelé, c'était tout de suite, quoi. Oui, bah oui. Ça m'a sincèrement un peu secoué. Hein. Je suis ressorti, j'étais tout seul dans la rue. Voilà, vous rentrez chez vous. Qu'est-ce qu'on sent là dans ces cas-là ? C'est un blackout ? Un truc, j'étais très triste parce que je connaissais quand même l'importance des soins qui étaient alignés au cancer. Donc, je savais que ça allait modifier beaucoup, beaucoup, beaucoup ma vie. Tu penses aux soins ? Oui, je pense que voilà, je savais que ça allait être compliqué de traiter un cancer. C'est toujours compliqué. Est-ce que tu as eu peur à ce moment-là ? Non. Et donc, tu rentres chez toi, là, tout le monde t'appelle et c'est parti, c'est ça ? Voilà, les responsables de l'hôpital m'appellent et voilà, c'est parti tout de suite. Ils m'ont reçu le soir même. Le premier m'a dit c'est pas moi qui vais vous suivre, c'est un autre. Donc on est passé à l'autre le lendemain et j'ai été hospitalisé 3 jours après. Et pourquoi hospitalisé ? Pour enlever la tumeur tout de suite. Chirurgie directe. Ouais, chirurgie directe. Tu te prépares, c'est pas anodin, hein, chirurgie du cerveau. Oui, ils disent rien de toute façon, ils préviennent pas. Ils disent voilà, vous aurez peut-être des problèmes de mémoire, mais on sait pas, on verra quand vous vous réveillerez. On va vous enlever la tumeur, donc ils me montrent où est la tumeur et ce qu'ils vont faire. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, que t'es complètement dans le médical ? Je me suis dit, c'est bien, s'il enlève, il n'y en aura plus.
On y va, c'est parti. Voilà, ils l'ont enlevé. Ils m'ont dit aussi, ça ne sera pas douloureux. Et en effet, ça n'est pas douloureux. C'est un peu pénible au début parce que il y a beaucoup de points au niveau de la tête, hein. Ça fait un peu mal quand on les touche, ça empêche de dormir, mais en dehors de ça, c'est pas douloureux quand on réfléchit, quand on parle, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Rassurant. Oui. Par contre, au réveil, plus aucune mémoire sur aucun nom propre. C'est-à-dire nom propre, Tous les noms à qui vous mettez une majuscule, voilà, plus ça. ton entourage. Alors, mon entourage, non. Tout ce qui est mémoire enfantine, mémoire ancienne, aucun problème. Tout ce qui est mémoire plus récente, beaucoup de problèmes. Genre mon adresse, impossible de retrouver le nom de la rue. Mes patients à la pharmacie que je connais depuis plusieurs années, je connais toutes leurs pathologies, tous leurs traitements, mais pas leurs noms. Tout est comme ça, c'est que les noms propres qui sont compliqués. Et je ne sais pas pourquoi. Et les soignants ne savent pas pourquoi non plus. C'est ça ton symptôme de post-chir, c'est ça? Tu ressens comme, est-ce que c'est handicapant ou Oui, est-ce que ça tu l'est peux un te peu. dire: «Écoute, tant pis»? Alors au début, ça l'est handicapant. Au bout d'un moment, on fait, il faut faire avec. Voilà, il faut choisir autre chose. Tu nous as pas dit lors de l'annonce, tu t'en ouvres à ton mari, j'imagine, à ton entourage, à ta famille. Comment ça se passe? Tu trouves les mots? Je dis les choses telles qu'elles sont. Voilà. J'ai un cancer cérébral. Il faut que je me fasse opérer. Voilà, autant que vous le sachiez. J'avais pas aucune, j'avais aucune inquiétude. Tu savais que ton entourage allait te Oui. porter? Oui. Ça, c'était pas un problème, ça. Tu as parlé d'enfants, les enfants de ton mari. Oui. Pareil, ça aussi, les annonces, est-ce que tu te mets à porter? Comment je leur ai dit? J'ai prévenu leur mère, Mmh. tout d'abord, en disant exactement ce que j'avais. Et j'ai décidé qu'on les verrait avec mon mari et avec leur mère, pour que je puisse leur dire ce qu'il en était. Ils ont 10 ans et 13 ans, les enfants. Alors, celle de 13 ans, elle a tout de suite compris ce que c'était, bien pris la chose. Le plus petit, au début, a pas bien compris et m'a reposé d'autres questions parce que j'avais dit que j'avais juste une tumeur dans le cerveau et je pense qu'il n'avait pas bien assimilé le mot de ce que c'était qu'une tumeur. Donc, il m'a dit, mais c'est quoi? Et au bout d'un moment, c'est quoi? J'ai dit, c'est un cancer. Là, ça l'a un peu plus secoué, mais d'un autre côté, les 2 enfants ont très bien réagi. Ils savaient que j'avais des problèmes de mémoire sur les noms, mais du coup, ils se sont adaptés et dès que je trouvais pas un mot, hop, ils m'aidaient à le trouver. C'était très, très facile, ça. Ça, c'est dans la vie quotidienne après avec eux, c'est ça? Ils t'aident, ils t'entourent, Ouais, quoi. ouais. Et puis, Super. ils sont au courant. Ça, c'était la chirurgie. Et depuis, est-ce que tu peux nous expliquer les traitements? Après la chirurgie, il fallait attendre que, au niveau de tout ce qui était lésions, au niveau de l'opération, ça aille mieux et qu'il y ait moins d'inflammation. Une fois que l'inflammation était passée, ils m'ont mis en place des rayons et un traitement. Après la période post-opératoire, Oui, c'est ça? c'était au moins 4 semaines après. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même très, très récent tout Oui, ça, hein. tout ça est récent. On est en juillet, donc ça fait quoi? 4 mois, c'est ça? Oui. Donc après le post-opératoire, c'est parti sur, ils te proposent un traitement chimio. Chimio et rayons, Et tout rayons. en même temps. Comment ça se passe? Comment t'y vas? Pendant 6 semaines, donc là, on change complètement. Je suis plus à l'hôpital d'origine, donc on change complètement de secteur. J'ai un médecin qui prescrit les comprimés et un médecin qui s'occupe des rayons. Dans 2 lieux différents, tu veux dire? Oui. Mais qui se communiquent? Qui communique un petit peu, pas tellement, mais un petit peu, oui. Parce que tu as du coup un triptyque chirurgien, onco, chimio et rayons, hein, c'est Oui. ça? Donc ça fait une équipe, mais qui n'est pas dans le même lieu. Oui, ça fait pas une équipe, ça fait 3 gens qui se connaissent. Dis-moi la différence? Ils travaillent pas ensemble, il y a pas de supérieur, il y a pas quelqu'un qui est responsable, il y a rien qui est communicant. Ils communiquent quand ils en ont besoin, mais en dehors de ça, il y a pas de réunion, même, j'allais dire même mensuelle, pour s'exprimer sur mon cas. C'est pas du tout la façon. Et ça, tu le ressens? Ah ben oui, oui, oui. Qu'est-ce qui te manque? Alors à moi, il me manquerait quelqu'un à qui je pourrais poser des questions et qui poserait les questions à tous les participants et qui m'apporterait des réponses à ce moment-là. C'est pas du tout la même chose. Quand tu as des questions, comment tu fais? Je contacte quasiment pas le chirurgien, je contacte surtout la médecin qui m'a prescrit les comprimés, parce que c'est la plus facile et c'est celle qui répond le plus rapidement. Le médecin qui s'occupe des rayons, je le vois 10 minutes par semaine. Et pendant ces 10 minutes, tu peux lui poser des questions? Oui, mais c'est très rapide, on sent qu'ils sont pressés. Et puis, il faut avoir préparé les questions parce que eux ne développent pas les questions qu'on pose. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de questions, ils estiment qu'ils n'ont rien à dire et au revoir.
Et ça veut dire que tu te fais presque une liste. Enfin, on fait tout ça, hein, tu Oui, sais. oui, 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 je fais une liste, oui, oui. Même quand je fais la liste, j'oublie certains trucs que j'ai le lendemain, donc je le garde pour la semaine suivante, et ainsi de suite. Tu as expliqué que tu étais en fin de traitement chimio et radio, c'est Oui, ça? c'est ça. Ça se termine à la fin de la semaine. Au sortir de la chirurgie, ils avaient enlevé la Oui, tumeur? oui. Mais au moment où je suis re-rentré, la dernière radio que j'ai fait, la tumeur était un peu revenue. Là, on parle d'agressivité quand même de cancer, hein, Ouais, c'est ça? ouais. Parce que là, comme c'est quelques mois seulement qui se sont passés, et déjà, il y a une résurgence, c'est ça? Oui. Est-ce Mais que j'ai pas l'effet, par contre. pas de symptômes? Pas comme la première. Quand on t'a dit à cette radio que justement ça revenait, comment tu vois ça justement, cette agressivité-là? C'était le plus particulier, ce moment-là. Parce que quand je l'ai su, je suis tout de suite allé voir le chirurgien qui me dit: «Mais pourquoi ils vous ont pas fait les traitements plus tôt?» Et quand je suis allé voir les 2 personnes qui s'occupaient, des rayons et de la chimio: «Ah mais il avait qu'à nous envoyer votre dossier plus tôt». Ce que je comprends là, c'est que, il aurait, Il aurait préféré que tout soit passé plus tôt. il aurait fallu commencer la radio et les chimios rapidement après la Mais sauf que c'est compliqué de le faire rapidement parce que s'il y a beaucoup de lésions sur la cicatrice, c'est pas aussi simple. Après, le médecin qui me fait les rayons m'a dit: «Mais faut pas vous inquiéter, les rayons sont quand même, vont détruire, tout ce qu'ils peuvent». ça, c'est rassurant. Oui, si on veut. Donc entre la chimio, la chirurgie et la radiothérapie, raconte-nous où en es-tu maintenant? Pour l'instant, il y a rien à faire. Ils estiment que les rayons brûlent trop, au niveau de la tumeur et que quel que soit l'examen qu'on fasse, l'image ne serait pas assez claire. Ils m'en font faire une dans 1 mois en m'expliquant gentiment que de toute façon, ça sera encore brûlé et que ça sera pas clair et que c'est celle dans 2 mois qui sera le plus précis. D'accord, donc il y a vraiment une notion de temps, on attend pour savoir. Depuis le début, j'ai toujours voulu savoir quels étaient, mes risques et c'est ma cancérologue qui me prescrit les comprimés, les anticancéreux et c'est la seule avec qui j'ai des discussions qui sont suffisamment longues et où elle est beaucoup plus explicative. Et il y a une semaine, elle m'a expliqué quels étaient mes risques et quelle pouvait être ma suite après les traitements. Tu lui as posé quelles questions exactement? Si après les traitements, j'allais être guéri et combien de temps j'avais, devant moi. Et donc elle m'a dit: «Non, vous ne serez pas guéri et vous avez, environ 3 ans devant vous». Elle t'a dit ça la semaine dernière. Oui. Comment on sort de ces propos-là? Comment on sort de cette consultation-là? Blessé. Et puis on est en urgence tout d'un coup. Urgence de vivre? Tout, ouais, De de tout. De prévenir surtout les gens qu'on aime. Les gens qu'on n'aime pas, on n'a pas envie de les prévenir, ça fait partie de la base. Et puis de s'organiser, d'organiser sa vie pour que tous les moments qui me restent où je suis en forme, que ça soit de bons moments. Et avec les gens que j'aime et que j'ai envie de rencontrer. Autour de toi. Ouais. Et concrètement, ça veut dire que tu réfléchis à ce que tu as envie de faire. Oui. D'accord. Tu peux nous dire, par exemple, tes envies? Ah ben bien sûr, je veux voir tous les gens que j'aime. C'est pas très compliqué parce que bon, j'habite Paris, mes parents habitent dans le sud de la France, mes nièces habitent à Grenoble, voilà. Et je veux pouvoir voir ma famille proche avec qui j'ai toujours eu d'excellents contacts le plus rapidement possible. C'est ça qui est important. Ouais. Et puis voir aussi quelques amis que j'ai, c'est triste à dire, mais les vrais amis. Oui, Ouais, bien sûr. ouais. Et puis il faut que j'organise aussi mon travail. Parce que là, pour l'instant, je suis titulaire dans une pharmacie et je veux plus être titulaire dans une pharmacie. Ouais. Tu vas faire comment? Tu vas faire quoi? Je vais la vendre. C'est ça. Donc l'idée, ça va être de partir avec l'assistante qu'on a aujourd'hui et que mon associé se mette avec elle et que moi, je les aide à s'installer et que je sois moins salarié dedans. Ok, tu as déjà eu ces discussions. C'est récent, hein, toutes ces discussions. Hein. C'est récent. C'est très récent. Mais c'est-à-dire que le diagnostic lui-même est récent. Le diagnostic est récent, mais ça permet aussi de s'engager dans beaucoup de choses. D'avoir la force de s'engager. Oui, et puis surtout de trier qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas. Là, quand tu parles, j'ai une sensation de quelque chose de dynamique, quoi, de tonique. J'ai pas d'autre choix. Et puis j'ai jamais été mou. Donc ça fait pas partie de mes habitudes. Par rapport à ce que tu me dis, je vais te poser la question du podcast. Est-ce que tu as l'impression, justement, que la maladie te transforme? Oui. Comment? Est-ce qu'il y a un sens à ça, Igor? C'est pas un sens, c'est une nécessité. Mhm. C'est-à-dire que si
Si j'avais pas ce diagnostic qui raccourcit ma vie aussi court, toutes les choses que je vais faire bientôt, je l'aurais fait, mais sur un délai beaucoup plus long. Voilà, avec 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà, j'aurais su faire ça sans problème. Mais là, c'est beaucoup plus court. Et puis, ça me fait trier les choses que je veux faire et les choses que je ne veux pas faire. Ça te donne des priorités tout de suite, c'est ça? Et une urgence, c'est ce que tu as dit. Oui. Et puis surtout, j'ai pas envie de perdre du temps avec des choses qui ne me plaisent pas. Les amis, l'entourage proche, se voir. Est-ce que tu vas t'organiser des voyages, des choses? Est-ce que tu... Oui, mais tout ça, il faut que je m'organise aussi avec mon mari, avec les enfants, qui, eux, ont une vie professionnelle beaucoup plus présente que la mienne. Donc, ça sera 1, 2 fois, 3 fois dans l'année, pas plus. Voilà, je vais pas partir tout seul faire le tour du monde. Ça m'intéresse pas. Non, non, je veux aussi avoir une vie normale à Paris avec ma famille. Donc, ce qui compte, c'est surtout, en fait, c'est l'entourage. C'est profiter de ce que j'ai. Je suis conscient que j'ai pas une mauvaise vie, hein. Est-ce que ça te fait te retourner un peu en arrière en te disant quels ont été mes choix? Est-ce que je suis en accord avec ce que j'ai fait? Alors ça m'a fait réfléchir à ça, bien sûr. Donc oui, je me sens assez en accord avec ce que j'ai fait, mais ça m'a fait aussi reprendre contact avec des gens que j'ai pas vus depuis longtemps. Je vais voir mon ex-mari dans la semaine, je vois des amis que j'ai pas vus depuis des années, mais que dès qu'on se contacte, je sais que c'est des vrais amis, donc on communique tout de suite. Tout ça m'a ouvert pas mal de choses. Et les gens que j'apprécie ou les gens que j'aime, pour être plus simple, il faut que je leur dise. Je me sens une obligation de leur dire. Ça, c'est important. De leur dire... Leur dire que ça va pas durer longtemps, mais que je les aime, qu'il faut qu'on se voit et qu'il faut qu'on en profite rapidement. On sent l'importance du lien, c'est ça qui Oui. compte. En tout cas pour moi. Après, je sais pas pour les autres, hein. Ok, donc on pourrait dire pour les gens qu'on aime, c'est ça? Oui. Là, à l'heure actuelle, est-ce que tu as peur? Non. Ni à l'annonce, ni maintenant. C'est quelque chose que tu ne connais pas. Oui. J'ai pas peur de mourir. J'ai peur de peiner mon entourage, mais il y a que ça qui me gêne. C'est quand j'annonce ça à mes parents qui sont âgés, à mes nièces, à mon frère, à son ex-femme. Tout ça est très difficile. Avant de venir ici, j'ai appelé une amie que j'ai depuis toujours et que je vois une fois l'an, voilà, mais qu'on doit se voir cet été. Je lui dis voilà, on va se voir, mais il faut que tu saches ce qui m'arrive. C'est ça qui est le plus difficile pour moi, mais j'ai pas peur pour ce qui va m'arriver. Ça, par contre, j'en suis bien conscient et j'organise tout pour que la fin soit belle. Le dernier point aussi, c'est j'ai choisi l'option de ne pas aller au bout. Explique-nous. Alors c'est un service qui n'existe pas en France, mais qui existe en Belgique et en Suisse, de dire au moment où je ne serai plus autonome, je peux choisir de partir. Ne pas aller au bout de ta vie. Si le bout de ta vie ne te convient pas, c'est ça. Parce que avec le cancer qui est situé au niveau du cerveau, il y a une perte d'autonomie, c'est ça Il y a que une tu veux perte dire. d'autonomie. Et ça, non. Ça, j'en veux pas. Et tu t'organises? Je vais m'organiser là, oui. L'annonce est trop récente pour que je me sois déjà organisé. Mais je pense que dès la rentrée, oui, je vais m'organiser pour savoir jusqu'où je peux tenir et à quel moment eux peuvent me prendre en charge. Ça, c'est très personnel. Est-ce que tu partages ça aussi avec ton entourage? Oui. C'est des discussions... C'est pas des discussions, c'est voilà ce que moi je veux. Ça peut pas être une discussion, ce genre de choses. J'ai toujours été très autonome, très indépendant, très actif. Je veux pas tout d'un coup me retrouver dans un fauteuil ou dans un lit ou sans pouvoir parler, sans pouvoir bouger. Tout ça ne m'intéresse pas. Je veux faire que ma fin soit belle et qu'elle soit aussi un bon souvenir pour mes proches. Avec une image de toi qui te convienne. Oui, et puis même avec une sensation de choix et de volonté. Ça, je trouve ça important. Igor, vraiment, je suis hyper admirative de toi parce que comment on fait en 4 mois pour passer d'un point A à un point B? Tu as l'air tellement, comment dire, fort. Je sais pas si je suis fort. J'ai toujours été autonome. Ça a toujours été depuis ma jeunesse, voilà, de dire comment je peux être autonome. Dès que j'ai commencé à travailler,
Voilà, j'étais seul chez moi. Voilà, c'était important ça. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai toujours cette même chose. Je veux pas tout d'un coup être dépendant d'un infirmier, d'un fauteuil, d'un lit. Voilà, tout ça ne m'intéresse pas. Je veux pouvoir sortir, voir des gens, leur parler ou pas d'ailleurs, voilà, visiter, aller au ciné, aller au théâtre, aller dans un musée, avoir une belle vie qui me profite. Voilà. Après, ça veut pas dire que je vais partir dès les premières difficultés, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est d'être autonome. Si je ne suis plus autonome, là oui, il faudra que je parte. Ça me fait penser à cet homme qui s'appelle Olivier Goy, qui est une figure un petit peu médiatique. On le voit beaucoup sur les plateaux de télé et qui a fait un film et qui revendique à quel point chaque seconde et chaque minute est belle dans la vie. Il est en fauteuil, il peut plus parler, donc il a des appareils d'assistance pour pouvoir s'exprimer. Tout est beau jusqu'au bout, il dit. Toi, non? Non, mais je respecte ce qu'il fait. Il y a des gens qui ont besoin de regarder, de sentir les autres et tout. Moi, je veux être autonome et je veux que les gens aient qu'un souvenir de moi comme ils ont aujourd'hui. Voilà. C'est aussi, oui, le regard de tes proches sur toi. Oui. C'est aussi le regard de mes proches De ceux que sur tu moi. aimes. Voilà. Et puis, j'ai pas envie d'être dépendant à ce point-là. J'ai vraiment pas envie. J'ai pas envie d'avoir besoin de quelqu'un qui me sort du lit pour m'asseoir sur un fauteuil. Tout ça, voilà, c'est pas un choix. Est-ce qu'on a parlé d'amour? Oui, c'est ça le plus important. Très important, ouais. On avait toujours des preuves d'amour en permanence avec mon entourage, sans forcément le dire à chaque fois. Là maintenant, c'est beaucoup plus, c'est je t'aime, c'est à chaque conversation. Ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est important. Ouais. Et c'est important que les gens qu'on aime soient au courant qu'on les aime. Même si au moment où on leur dit c'est difficile, c'est triste, on pleure, voilà, il y a plein de choses comme ça. Merci beaucoup, Igor. Mais avec plaisir. Et bonne route. Merci. À toi aussi. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.